Il y a deux choses qui me passionnent beaucoup dans cette peinture, ce sont les blancs comme ceux-là, et aussi les blancs ou bien des trucs blancs sur les chutes, bien sûr, mais aussi les empoignades. Ça, c'est des empoignades, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vais réfléchir à cela et je vais noter ceci, que dans une peinture qui acquiert une certaine monumentalité, et ça, je crois que si on n'atteint pas une certaine monumentalité, de nouveau, on fait autre chose, hein, on fait de l'illustration, je ne sais pas, de l'image de JT, quoi. Si on veut viser la monumentalité, on fait de la peinture. Donc, ici, on est devant des monumentalités, chaque fois. Alors, ça commence par la vibration. C'est une émission de fréquences. Un tableau émet des fréquences. C'est de la pure physique, mais c'est pas si simple que ça. Parce que le blanc, lui, qu'est-ce qu'il émet? Sur quelle fréquence émet le blanc? Est-ce qu'il est mat, brillant, translucide, opacifié, en strates les unes sur les autres, etc. C'est déjà, ça a l'air tout simple, mais c'est déjà vachement compliqué d'être le bon capteur de cette vibration. Et moi, je crois que ça commence là, mon tableau. Il y a une certaine émission de fréquence. Moi, j'ai 45 ans de peinture dans le coco. Je sais que j'ai un compteur Gégère. Et qu'on ne peut presque plus me tromper. Je veux dire, l'aiguille bouge parce qu'il y a une vibration, une certaine bonne fréquence. S'il n'y a pas de fréquence ou des fréquences complètement anarchiques, l'aiguille, bien elle trouve là, ou bien elle ne bouge pas, mais je peux déjà dire je passe ou je ne passe pas. Donc ici, on est devant une vibration d'une qualité assez subtile et forte. Donc là, on est au niveau nerveux, hein, c'est assez nerveux ça. C'est une physique nerveuse. Bon, j'en suis là, au départ. Mais, cependant, cette fréquence, elle est durable, hein, puisqu'on vise la monumentalité, c'est pas un petit truc flashé comme ça, c'est assez durable. Les corps qui sont couchés et qui sont très très entremêlés au point qu'on ne sait pas très bien où commence l'un ou l'autre. Donc, la première strate de la peinture est vibratoire, la deuxième est une étreinte, où deux sensations entrent en résonance. Alors là, ça devient encore plus intéressant. Parce qu'au début, c'était un petit peu... Cézanne reprochait à Monet quelque chose comme peut-être de la bonne vibration, mais c'est pas assez. Et Cézanne sait très bien que lui, il entre en étreinte. Et quelles étreintes chez Cézanne. Donc, c'est du corps à corps à ce moment-là. Le tableau passe de la fréquence au corps à corps parce que deux sensations se mettent en résonance. Alors là, c'est des paradoxes sensoriels. Et ces paradoxes sensoriels nous mettent dans une situation très différente de la première. Parce que quand on est dans la deuxième position, on a le temps de se retourner. Puisque vous l'avez aussi. On a le temps de dire qu'est-ce qui se passe, je suis quoi par rapport à ça. C'est l'intermezzo. J'appelle ça l'intermezzo esthétique. C'est dans l'intermezzo que je me sens sujet sous le jet. Le terme sujet, c'est subjectum, je suis sous le jet du tableau. Le tableau m'en jette. Et tout d'un coup, j'ai l'occasion de me retourner en disant mais quoi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est? Et j'entre en esthétique, et j'entre dans ma subjectivation esthétique, par l'étreinte. Mais puis alors, c'est pas fini, parce que c'est encore pas mal ça, mais alors il y a un troisième terme, c'est que ça se met à se diviser. Donc on était d'abord dans la vibration émettrice, puis dans l'intermezzo corps à corps, et puis troisième phase, ça tient plus ensemble, et ça se divise. Et alors le tableau se met à créer des vides, c'est de ça qu'il était question, des lumières, parce que du blanc à la lumière, c'est aussi une belle question. Le plus grand peintre du blanc de l'histoire de la peinture du XXe siècle, c'est Reinmann. Reinmann ne dit jamais le mot blanc, il dit toujours, et la lumière de ce tableau-là est différente. Il n'a jamais de blanc, il n'en voit que des tubes de blanc. Donc, à ce moment-là, ça se divise. On croit qu'on a compris, on croit qu'on a... Non, ça se divise. Et il n'y a pas de solution. Il faut ouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vibrer avec la sensation, il faut accoupler la sensation, et il faut ouvrir la sensation. Et je pense qu'avec des tableaux comme ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vibrons avec la sensation, nous accouplons les sensations, parce que bon, c'est déjà à peu près. Et puis alors, on ouvrira la sensation. Alors à ce moment-là, le travail de la peinture est fait. Et à ce moment-là, une peinture devient singulière, et pas commune. Parce que pourquoi on serait réunis ici? Si c'était une peinture commune ou banale, c'est pas intéressant. C'est parce que c'est une proposition très singulière de tout ce que nous communons. J'ai une anecdote de Braque qui est très, je ne sais pas si vous la connaissez.
Un jour, on lui a parlé de couleurs et de dessins, et il a dit, mais moi, j'ai ma toile blanche et j'ai des pinceaux pour épousseter. Et il y en a un pinceau pour épousseter les bleus et l'autre pour épousseter les bleus. Donc, en fait, il frottait le blanc avec ses révélateurs de couleurs. Et c'est tout. C'était une espèce d'apparition de la couleur par les brosses qui étaient destinées à telle et telle couleur. J'ai un tel liquide de nettoyage coloré, puisque mes pinceaux sont imbibés de bleu, de rouge, de vert, que de temps en temps, quand je n'en peux plus, je projette le pinceau chargé de liquide sur le support à l'horizontale, parce que souvent les projections, bien sûr, sont faites à l'horizontale, le tableau étant au sol. J'ai lu des écrits, des propos sur l'art de Miro. Et à plusieurs reprises, c'est une interview, à plusieurs reprises, il dit qu'il veut salir la toile. De départ, ce côté vierge de la toile le gêne, et alors il nettoie ses pinceaux. Et de temps en temps, pour commencer un tableau, il salit la toile avec une projection de peinture, de nettoyage en fait. Voilà. Et moi, ça m'a naturellement enchanté parce que ça m'a fait penser dans le jardin au compost. Oui, oui. C'est-à-dire, on ramasse toutes les branches, tout ce qui, toutes les pourritures, toutes les détritus, et on laisse mariner tout ça, et ça sert d'engrais merveilleux pour le jardin. Comme disent les peintres, on nourrit la toile. Nourrir la toile avec les restes. Il y a quelque chose qui nous plaît du point de vue de l'économie des choses, et puis quelque chose qui nous plaît plus profondément, parce que c'est finalement, tout sert à nouveau, tout peut être réutilisé, c'est très... Il y a un cycle qui est magnifique. Moi, je pense immédiatement au travail de Frangelico sur ces faux marbres, qui sont en l'honneur justement de l'incarnation, où on a ces petites gouttelettes, qui sont à la fois, qui donnent un devenir à la forme qui est déjà placée, en fait, au fond. Rien ne s'arrête, tout va continuer. Et bon, voilà. C'est presque à San Marco avec ce qu'on appelle la figura, les rectangles. En fait, ces rectangles, on les dissocie toujours de ce qu'il y a au-dessus. Comme je m'intéresse à l'ombre, c'est la Madone des ombres. Oui, je sais. Le tableau, c'est la Madone des ombres. Il y a la figura en dessous et la storia au-dessus. Mais eux, les hommes de la Renaissance, ont tellement insisté sur la storia qu'on en a oublié ça, qui est de la sublime peinture. Oui, Berman le dit très bien. Et Didier Berman l'a révélé, c'est un livre incontournable, où on redécouvre toute cette histoire de surface révélée par projection et tout ça. Je parle de Henri Faucillon. Henri Faucillon qui dit l'art ne procède jamais par chronologie linéaire, ça, ni par successivité historique, ça il faudrait de même le rappeler à certaines personnes qui sont tellement satisfaites des causes et des effets d'un phénomène linéaire en art, c'est consternant, c'est ce qu'on enseigne d'ailleurs assez souvent. Et Faucillon dit l'art est fait de superposition de présent. Et il ajoute mais on ne peut pas, mais n'importe quelle combinaison n'est pas possible à n'importe quel moment. Bon, c'est un texte très intéressant, c'était des années 30. Et moi, ça m'excite bien parce que je pose la question à tout le monde ici. Qu'est-ce que c'est être contemporain? Qu'est-ce que c'est faire de l'art contemporain? Qu'est-ce que c'est que le Contempus exactement? Quel est le temps qu'on partage par rapport à une œuvre? Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'art qui donne du présent, mais du présent et du présent et du présent. Donc, notre présent déjà en train de devenir du présent, je ne sais pas où. Alors, à mon sens, il y a deux cas. Je voudrais un peu, je vais en parler très vite, mais pour situer Isabelle dans cette histoire, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une peinture qui me passionne. Il y en a d'autres, 2, 3 autres peintures qui me passionnent. Je voudrais bien faire la différence entre deux types d'art contemporain. Et le premier, je l'illustrerai directement par une parole de Nam June Paik, qui disait « Si je parle de monnaie, il faut que je parle du télégraphe ». Ça, j'aime. Ça, c'est pas du tout un petit truc flashy, c'est une réflexion. Alors, il développe ça, et en fait, il arrive à dire qu'à partir du moment où Monet fait des touches de couleur qui annonçaient de ce rat, la peinture passe au point barre, c'est-à-dire au télégraphe. Et qu'elle se dématérialise d'une certaine façon pour se rematérialiser d'une autre façon. Alors évidemment, c'est passionnant parce que la grande peinture moderne, les grands abstraits comme Mondrian, n'auraient même pas pu démarrer sans ce rat. Donc c'est vraiment un détonateur qui apparaît là, entre Monet et le télégraphe. Bon, ça c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un art qui est en phase directe
ou en connivence directe avec le milieu précis dans lequel il est. Et en général, le milieu se définit par les technologies, les sciences, etc. Moi, j'ai poussé les choses encore plus loin grâce avec cette histoire de télégraphe. J'ai poussé les choses un peu plus loin grâce à un texte de Marshall McLuhan, qui est un sémiologue américain, où il dit que les barres noires de Mondrian, c'est le smoking de Fred Astaire. C'est la façon dont Fred Astaire articule en noir et blanc sur un écran un nouveau type d'angularité physique et rythmique. Et ce qui n'est pas bête du tout, hein, parce que quand on pense que Fred Astaire danse de la tap dance, et que la tap dance, c'est le télégraphe. Voilà, j'ai bouclé mon histoire. Mais ça, c'est très amusant, et j'aime bien les artistes qui entrent dans cette configuration-là, c'est très excitant. Donc, par exemple, je suis très passionné par des gens comme Wendell Voigt, comme Gilles Barbier, comme Takashi Murakami, qui sont évidemment directement enclins à parler de science, technologie, etc. Ça, c'est un versant. Mais l'autre versant, et qui est celui d'une espèce de, je vais employer un mot, une percolation, un percolateur, c'est le filtrage du café. C'est pas du tout une connivence, c'est une percolation, avec des repoussements, qui ne sont pas des rétrogradations, qui sont quand on dit une turbulence, la turbulence, elle avance et elle recule, mais elle recule pour y avancer. Donc on est dans un autre type de contemporanéité ici, et il y a des gens comme Marc Desgrands-Champs, Yvan Salomon, des artistes français que j'adore, qui sont dans le même clan. Isabelle, ils font de la peinture, qui est très contemporaine, mais qu'on ne peut pas immédiatement brancher sur un milieu contemporain médiatique, par exemple. C'est la première fois que je vois dans la peinture d'Isabelle une cataracte, une chute laminaire. Et comme je sais qu'elle est une lectrice passionnée de Lucrèce, je me permets de faire le rapport entre De Natura Rerum et ce qu'on voit là. Or, De Natura Rerum, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le premier grand texte de physique philosophique de l'Antiquité, et dans lequel Lucrèce dit les atomes chutent à l'infini en parallèle par milliards de lignes parallèles à l'infini. Et ça, c'est le début de la naissance de le cosmos. Et quand il y en a qui se déroutent, et il y en a tout le temps qui se déroutent de leur chute, c'est l'infini, c'est le dynamène, c'est le plus petit angle possible imaginable. Ils vont s'accrocher avec d'autres. Alors il y en a une quantité qui s'accrochent et qui font des turbulences. Et ça c'est bien intéressant, parce que là, on a en effet une cataracte avec des lignes qui sont tout de même assez striées. Mais seulement, il y a des tableaux ici dans l'exposition où la cataracte devient une pure turbulence. Ça, c'est tout à fait évident que ça se tient sur le thème de la création du monde. Et alors, quand ça se noue en turbulence, dit Lucrèce, ça fait des êtres. C'est là que naît la vie, c'est dans les nœuds de turbulence, et il a l'audace de dire ce sont des nombres. Ça, c'est chiffré. Donc, il y a une espèce de science dans le désordre, là, qui, je crois, fait la grande peinture, et que j'admire beaucoup dans des tableaux comme ça. On sent une très grande précision de propos, et c'est extrêmement proche du chaos. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de peinture. Ça, c'est la peinture. C'est l'extrême précision du propos et un grand risque chaotique. Si on met ça ensemble, on fait de la peinture. Si on ne met pas ça ensemble, on fait autre chose. Et alors, vous savez qu'il y a j'ai mon ami Jackie Pigeot qui est en train de préparer l'édition de Lucrèce pour la Triennale et qui a dit l'autre jour, ça m'a énormément émerveillé, que le terme d'atome ne se trouve pas chez Lucrèce. Ah, mais atomos, ça c'est plus tard. Absolument. Et donc il s'agit simplement de semences. Et c'est là, c'est bien ça, ces semences qu'on voit dans Tes saules pleureurs, t'as telle cascade multicolore qui fait vraiment vous penser à la découverte du prisme par Newton, hein, parce qu'on tout d'un coup on voit que le blanc se module dans telle couleur. C'est Roland Barthes qui parle de ça. Roland Barthes, je ne sais plus dans quel livre, hein, mais je sais qu'il dit l'art dégage toujours du sens tremblé. L'art ne dégage jamais du sens net, c'est toujours du sens tremblé. Que ce soit un texte ou un tableau, c'est du tremblé. Et alors, dans un autre passage du texte, il dit le classicisme, c'est quand le tremblement est infinitésimal, le plus fin. Et ce serait ça. Alors, un baroque, c'est un classique qui tremble très fort, mais alors il y a des classiques qui tremblent moins fort. Donc, par exemple, Poussin,
est un baroque qui est très, très classique, au sens où il réduit, pas dans ses dessins, mais dans ses tableaux, tandis que le Gréco, lui, bon. Et la peinture d'Isabelle, je trouve qu'il y a du tremblement dedans, qui est un sacré tremblement, et que d'ailleurs elle a exploré différents niveaux de tremblement, parce que les séries de tableaux où l'architecture avait un très grand rôle, le tremblement était très tempéré, mais maintenant dans ce qu'elle fait dans les nus ou dans les jeux, elle lâche la bride au tremblement. Oui, ou même pas, c'est les modes ou les gens qui sont